Tout va bien. D'accord, on va tenir au téléphone. Salut Père. Ok, on vous rappelle si vous êtes sélectionné. Voilà, mais... Au revoir. Merci Angélique et vos horoscopes sont disponibles sur votre site angélique.fr. Suite et fin de la matinale. Et le rappel de vos informations valdoisiennes, le flash sur IDFM Radio en lien avec Sarcelles. Vous le savez, nous avons déjà évoqué cette information il y a quelques jours dans la matinale et un rassemblement était organisé hier place Jean-Pierre Passé Coutrin à l'appel du syndicat UNSA sur la commune de Sarcelles avec habitants, agents de la ville, élus de la majorité, de l'opposition, représentants des associations SOS Racisme et du CRAN qui ont fait le déplacement pour montrer leur solidarité à des agents qui dénoncent depuis quelques semaines, mais voire depuis quelques mois, des faits d'harcèlement et de racisme. Et beaucoup de personnalités donc étaient à leur côté. Et c'est pour ça que certaines rues de la commune hier étaient encombrées. Et ce n'est pas fini. Il est question aussi, bien évidemment, de dignité humaine. On n'a pas comme ça à traiter du personnel, de tout et de rien. Donc c'est pour ça que cette manifestation a eu lieu hier, rassemblement sur la commune de Sarcelles. C'était place Jean-Pierre Passé Coutrin. Dans l'actualité aussi, à Beson, vous avez possibilité de vous procurer une nouvelle application sur votre smartphone et cette application signale vous pouvez signaler sur cette application les dépôts sauvages. Cette application s'appelle Tell My City. Elle vous permet depuis mars de signaler donc différents dysfonctionnements, à la fois des dépôts sauvages ou encore de l'éclairage public sur la commune de Beson. Un dispositif qui se veut simple et intuitif. Après avoir téléchargé l'application gratuite sur votre smartphone et créé un compte, elle vous géolocalise et le lieu du dépôt sauvage et ou du dysfonctionnement. Et si vous n'avez pas de smartphone, vous pouvez signaler ces dépôts sauvages sur le site go.tellmycity.com. Et puis aussi dans l'actualité proche de chez vous, à Vidier-le-Bel, la municipalité lance un dispositif d'aide aux copropriétés. Depuis quelques jours, la ville a mis en place un programme opérationnel préventif accompagnant des copropriétés. Ce dernier qui concerne une trentaine de copropriétés, soit 2037 logements, qui permet d'aider à la résolution de difficultés, voire à la réalisation des travaux de réhabilitation et de faire bénéficier les copropriétés d'un accompagnement technique et juridique. Et pour refermer ce flash valdoisien, une cagnotte pour assurer la relève d'eau vive à la ferme pédagogique de Pontoise. La jument de trait des herbes folles qui assure les balades en calèche va prendre bientôt sa retraite anticipée. L'association a besoin d'aide pour acquérir un nouvel animal. Ils ont besoin plus précisément d'une somme de 3 000 €. Si vous voulez les aider, il suffit tout simplement de vous connecter sur le site participatif Litchi, un cheval de trait à la ferme. Nous nous retrouverons à midi pour un nouveau point sur l'actualité proche de chez vous. Et la matinale, on revient demain entre 7h et 9h. Je vous souhaite une excellente journée ensoleillée. Et voici maintenant le bar de l'économie présenté par Florence Sueur. C'est un violon, c'est pas un alto. Là, c'est pas violent. Bon. Pourvu que je parle. Que ce soit pas comme hier. Hier, j'ai pas pu parler, on a été tout interrompu. Voilà. C'est pas C'est On y va. une catastrophe. Ouais, c'est ça. 3, 2, 1, soleil. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au bar de l'économie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière émission avant les vacances de printemps, comme on dit, ou comme on disait avant les vacances de Pâques. Voilà, j'aurai le plaisir de vous retrouver ensuite le 6 mai prochain et demain, car demain, c'est Jacqueline qui sera au micro. Aujourd'hui, je suis avec Philippe à la technique. Merci à Philippe pour son suivi tous les jours de cette émission du bar de l'économie. Je vous rappelle, suivez-nous
en Facebook Live sur la page Facebook Bar de l'économie et puis bien sûr toujours en FM 98.0 et en web radio idfm 98.fr. Alors aujourd'hui, eh bien des surprises et oui, nous allons entendre un groupe musical qui est avec nous en studio. C'est le groupe MAM qui sont accordéonistes, un duo accordéoniste et violon. Vous allez voir dans quelques secondes, on va les faire jouer. Et puis aujourd'hui, on va parler de qualité, la qualité en entreprise, la qualité partout, en entreprise et dans les collectivités publiques. Et puis aussi, on va parler de culture avec mes invités du jour que j'accueille tout de suite. Patrick Montgillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président de France Qualité et directeur associé de AQM Conseil. Aujourd'hui, avec vous, on va parler de France Qualité. A-t-elle atteint ses objectifs? Car je vous avais reçu il y a un an. Donc, on va voir que se passe-t-il en un an au niveau de la qualité en France. Et puis, est-ce que les entreprises consomment justement toujours des normes qualité? Quelles sont-elles? Bref, vous allez tout savoir sur la qualité en 2019. À vos côtés, Dominique Roland, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général adjoint de la ville d'Anguin, directeur de la culture et du centre des arts. Et ce soir, c'est la grande ouverture de l'exposition Geoffrey Chaux. Donc on va parler de cette exposition et on va vous expliquer qui est Geoffrey Chaux. Vous allez tout savoir dans quelques minutes. Et puis enfin, on accueille aujourd'hui au bar de l'économie le groupe MAM. Bonjour à Viviane Auroux. Arnoux, pardon. Et François Michaud, bonjour. Michaud, bonjour. Donc, vous produisez un nouveau spectacle qui s'appelle Time Box. Alors, on va tout de suite partir avec vous pour écouter votre premier titre en direct, c'est Folktitude. C'est à vous.
Eh bien, merci beaucoup au groupe MAM, bravo. C'était donc en avant-première, la première info du jour aujourd'hui au bar de l'économie sur IDFM. C'était Viviane Arnoux et François Michaud pour leur nouvelle composition qui s'appelle Folktitude. Voilà, c'était une belle manière de faire coïncider la culture, car la culture est quand même très importante. Le poids de la culture dans l'économie est très important. Merci à vous deux pour cette belle prestation en direct. Alors, deuxième info du jour, eh bien, c'est le président de la République qui annonce un crédit d'impôt de 75% pour les particuliers qui donneront jusqu'à 1 000 € pour la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame de Paris. Et puis, si vous donnez plus, eh bien, vous aurez le droit, bien sûr, comme d'habitude, à 60% de déduction fiscale. La deuxième info du jour, eh bien, c'est comme toute la semaine. Vous vous souvenez que nous décryptons la loi Pacte, le plan d'action pour la croissance et la transformation des entreprises. Alors, 3 changements à attendre du côté de votre épargne et du financement des entreprises. C'est le plan d'épargne en action, le PEA-PME. Eh bien, vous pouvez ouvrir un PEA-PME au titre émis dans le cadre du financement participatif. Le régime fiscal sera identique à celui du PEA. Les dividendes ou les plus-values sont exonérés d'impôt sur le revenu dès 5 ans. Après le premier versement, le PEA-PME est constitué de titres d'entreprise de moins de 5 000 salariés et réalisant un chiffre d'affaires inférieur à 1,5 milliard d'euros. Donc c'est vraiment fait pour les PME. Il cible donc aussi les ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Ce financement participatif s'est déjà fortement développé durant les quelques dernières années. Les titres proposés peuvent être sur des plateformes de financement participatif, seront maintenant élargis à toutes les entreprises. Voilà, donc c'est quand même pour encourager cette mesure de financement des petites et moyennes entreprises. Et puis aussi, il y aura la création d'un PEA jeune. Aujourd'hui, il n'est pas possible d'avoir plus de 2 PEA par foyer fiscal. Et un enfant majeur rattaché au foyer fiscal de ses parents ne peut pas ouvrir de PEA. Eh bien, la loi Pacte permettra aux jeunes de 15 à 25 ans, à la charge de leurs parents, ou aux mineurs émancipés d'ouvrir un PEA, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà comment initier les jeunes à mettre un pied dans l'économie. L'assurance vie aussi va être modernisée, un fonds Eurocroissance sera à votre disposition. Je dis toujours sera parce qu'il faut attendre que la loi soit promulguée, les décrets comme on dit. Voilà, le fonds Eurocroissance offre aux assurés une sécurité de l'investissement à l'échéance et une espérance de rendement supérieure à un contrat en fonds euros. Il est favorable au financement de l'économie, il permet une diversification des investissements à long terme. Ce produit Eurocroissance sera simplifié et rendu plus lisible par l'affichage d'un rendement unifié pour tous les épargnants et la garantie à l'échéance sera maintenue. Voilà, c'est un produit d'assurance vie et je vous en ai parlé en début de semaine. Eh bien, c'est l'assurance vie qui a le plus fort taux d'investissement cette année, enfin en 2018, supérieur au livret A. Enfin, il y aura au niveau de l'épargne des particuliers, eh bien, une portabilité de tous les produits d'épargne retraite et une fiscalité qui va être harmonisée, qui va être harmonisée et plus attractive. La possibilité de déduire de l'assiette de l'impôt sur le revenu les versements volontaires des épargnants qui va être généralisé à l'ensemble des produits de retraite supplémentaires. Ça intéressera donc beaucoup tous ceux qui veulent épargner pour leur retraite. Déduction se fera dans la limite des plafonds existants, généralement 10% des revenus professionnels. Autre mesure donc dans la loi Pacte, c'est les mesures de l'innovation. Lundi, je vous ai parlé donc du fonds de participation et notamment des ventes d'entreprises que va faire l'État. On en a parlé avec notamment Arnaud Bazin, sénateur du Val d'Oise. Aujourd'hui, je vais vous parler de la recherche publique, du renforcement en fait de la recherche entre le public et les entreprises. Donc il va y avoir une simplification du parcours des chercheurs qui souhaitent créer ou participer à la vie d'une entreprise. Il va y avoir plus d'autorisation des chercheurs à avoir une part de l'entreprise, c'est-à-dire à être actionnaire des entreprises, autorisation à conserver une part des entreprises qui pourra conserver leur capital dans la limite de 49% d'une entreprise, la possibilité de consacrer 50% de son temps à l'entreprise en parallèle de ses recherches en laboratoire, et ça c'est vraiment très bien pour notre économie. La propriété industrielle aussi, création d'une demande provisoire de brevet. Là, vous le savez aussi, je vous l'ai déjà suffisamment rappelé, que les Français ne sont pas du tout
ne sont pas très bons à protéger leurs inventions et leurs brevets. Donc cette mesure permettra de créer une demande provisoire de brevet d'une durée limitée à 12 mois. Elle consistera à une première marche dans l'accès à la fois simplifié et à un coût réduit pour les PME. Voilà, il y aura aussi la création d'une nouvelle procédure d'opposition devant l'INPI. Ça, c'est très important. La création d'un examen a priori du critère d'inventivité des brevets. Ça sera aussi réalisé par l'INPI qui étudiera dès le départ le degré d'inventivité du brevet. Et puis le renforcement du certificat d'utilité qui va être allongé de 6 à 10 ans. Il pourra être transformé en demande de brevet si l'invention de l'entreprise nécessite une protection plus forte. Voilà. Et puis aussi, il va y avoir au niveau de l'innovation ce qu'on appelle l'Initial Coin Offering. C'est les ICO qui ne font pas encore l'objet d'encadrement juridique. Cette lacune réglementaire empêche de distinguer les offres sérieuses des offres frauduleuses. Et puis, il va y avoir aussi sur la blockchain un bouleversement qui va arriver pour le financement de l'innovation. Et c'est ce qui fait partie aussi des ICO. Donc ça, j'ai déjà fait une émission là-dessus, sur les ICO et la blockchain. Je vous invite à aller sur la page Facebook d'IDFM Radio Anguin pour retrouver cette émission sur les ICO et sur la blockchain. Je ne vais pas en parler aujourd'hui. Il y aura aussi, enfin, l'introduction d'un visa optionnel pour l'autorité des marchés financiers. Un cadre juridique aussi pour les intermédiaires en actifs numériques. Et voilà un petit peu les innovations prévues dans cette fameuse loi Pacte, ce plan d'action pour libérer les entreprises. Voilà, c'était les infos du jour. On va terminer nos infos du jour avec de nouveau le groupe MAM qui est en direct avec nous aujourd'hui pour leur nouveau spectacle qui s'appelle Timebox. Et je vous propose qu'on écoute leur composition, leur titre qui s'appelle Hope. C'est à vous. La surprise du chef.
Merci beaucoup, bravo au groupe MAM qui était avec nous ce matin en direct. Vous avez eu le droit, c'est donc quand même exceptionnel, vous avez eu le droit à un petit mini-concert en direct avec le groupe MAM qui nous a présenté son nouveau spectacle Timebox. Là, on a entendu le titre Hope. Merci à Viviane Arnaud et à François Michaud. On vous souhaite beaucoup de chance pour ce magnifique spectacle. Et bonne émission. Merci, ça montre la modernité de l'accordéon associé au violon et ça c'est vraiment splendide. Merci encore à vous deux d'être venus ce matin au bar de l'économie. C'était la surprise du jour. Alors Patrick, on revient avec nos invités pour parler de qualité et de culture justement au bar de l'économie aujourd'hui. Patrick, je suis avec Patrick Montgillon, vice-président de France Qualité et je suis aussi accompagné de Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien, directeur de la culture et du Centre des Arts d'Enghien-les-Bains. Alors Patrick Montgillon, on a envie de tout de suite savoir que devient la qualité, que devient France Qualité et puis la qualité en France. Donc, est-ce que France Qualité, votre association dont vous êtes le vice-président, a atteint ses objectifs en un an, puisque vous êtes une jeune association, on va dire. Ça fait donc 3 ans que vous avez repris le flambeau. Voilà. Donc, vous avez fait beaucoup de choses déjà en 3 ans. Et l'année dernière, quel bilan? Alors en fait, France Qualité n'a pas atteint ses objectifs et les a dépassés. Oh bah, c'est formidable. On peut commencer comme ça, effectivement. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Et juste avant de dire quels sont nos grands résultats en 5 points, pour les synthétiser, parce qu'on parle de qualité, mais souvent c'est un mot commun. C'est quoi la qualité? La qualité de ma voiture, la qualité du service, etc. Et effectivement, c'est important de bien comprendre que nous, France Qualité, mais pour la France, on dit la qualité d'abord, c'est la performance. Bah, qu'est-ce qui fait que votre entreprise ou votre organisation court le 100 mètres en moins de 10 secondes? C'est pas évident ça, hein, quand même. Voilà, donc aujourd'hui vous courez en 18 secondes, comment je le cours en moins de 10 secondes? Ça c'est une première chose. C'est aussi l'enchantement des clients. Vous avez vu, vous démarrez le bar de l'économie avec un moment vibrant. Pourquoi les entreprises ne seraient pas créatrices d'émotions? Parce que quand vous allez à votre supermarché, à la mairie d'Enghien, où vous recevez un produit de votre entreprise, ben effectivement, vous avez envie d'avoir une expérience client vibrante. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est la qualité, c'est l'amélioration continue. Florence, qu'est-ce que vous avez amélioré hier chez vous? Ben, des fois, on se dit le soir, rien. J'ai déjà eu un peu de mal. Donc ça, c'est important de bien comprendre. Oui, performance, tous les jours. Voilà, tous les jours, c'est ça, l'idée, c'est tous les jours. Question. Qu'est-ce que vous avez amélioré? Alors, vous, personnellement, mais dans une entreprise, c'est qu'est-ce que l'entreprise a amélioré aujourd'hui? Ça, c'est un premier point. Donc ça, c'est un élément important. Alors, les résultats de France Qualité, je disais, dépassés. D'abord, ça, c'est une bonne nouvelle pour la France. Il y a un regain d'intérêt et d'attrait pour la qualité. Trop souvent, on dit qualité égale conformité, normes, ennuyeux, rébarbatif, pas drôle, etc. Bon, alors c'est aussi les normes, hein, ça c'est un élément important. Mais aujourd'hui, on dit tiens, la qualité, ça m'a apporté ce que je dis, des émotions, de l'expérience client, de la fidélité des clients, de la performance, des profits aussi. C'est vraiment tout ça. La qualité de vie au travail. Des résultats économiques que je peux distribuer entre les différentes parties prenantes. Donc c'est tout ça. Aujourd'hui, on sent vraiment en France un regain d'intérêt après une petite baisse, et ça c'est important. En fait, vous voulez dire qu'on s'était détourné de la qualité? Un petit peu, oui, un petit peu. Enfin, on se disait, bon ça y est, on a fait, tout est fait en France, les chefs d'entreprise ont dit, ok, tout va bien, on est bon. Alors c'est pas qu'on est mauvais, hein, on est bien d'accord. Et puis il n'y a plus besoin de faire des efforts. Sauf que vous avez remarqué que le monde change, les nouvelles générations ont d'autres attentes. On veut tout de suite, très vite, informer de tout, plein d'informations, des milliards, big data, etc. Bon, bah, donc si le monde change, il faut que les entreprises changent et s'adaptent à ça, alors, au numérique, aux nouvelles exigences, aux nouvelles générations, à ce que les clients, certes, ils veulent un bon produit, mais ils veulent vivre un moment inoubliable quand ils sont avec vous au téléphone ou dans votre magasin, hein, pourquoi pas. Voilà, c'est ça que je veux. Donc ça, c'est un élément vraiment important. Et moi, je suis ravi de pouvoir dire que France Qualité voit effectivement un vrai bouillonnement, en tout cas, autour de ça. Alors, vous me disiez donc à peu près 16% de chute d'entreprises, finalement, qui se faisaient référencer, certifier via des normes. C'est quand même important comme baisse. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, effectivement, France Qualité produit depuis 3 ans un tableau de bord de la qualité en France, qu'on a appelé Qualibor. Effectivement, donc, la dernière publication que j'ai présentée lors de la journée qualité à Bercy, le 30 janvier dernier, montre sur ces 12 indicateurs. Alors il y en a des bons hein, quand même, hein, mais bon, effectivement, le nombre de certificats ISO 9001 en France baisse et
effectivement, il a baissé de moins 16%. Alors on pourrait dire, ok, et les autres, sauf que quand on regarde l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, d'autres pays, etc., on s'aperçoit qu'ils n'ont pas cette même baisse. Voilà, c'est pas parce que le nombre de certificats ISO 9001 baisse en France que la qualité baisse. Il ne faut pas tout mélanger. Mais en tout cas, ça montre qu'effectivement, certains chefs d'entreprise, en tout cas dans mon dialogue que j'ai avec certains d'entre eux, qu'on veut passer à un autre référentiel, à d'autres démarches. L'ISO 9001 a un certain nombre d'exigences, comme d'autres référentiels. Je sais qu'il y a eu Caliville, par exemple, en bien et bien. Donc ça, je trouve que c'est très très bien, ça pousse. Mais peut-être que les chefs d'entreprise veulent d'autres référentiels, aller vers d'autres choses, orientées très service, émotion, expérience client, qui a peut-être plus dans ces référentiels. Alors justement, qu'est-ce qui existe comme label, comme norme, je veux dire, parce qu'il y en a beaucoup. On finit tard, alors aujourd'hui, si je fais la liste des labels, ça va être les plus connus, disons. Voilà, donc on a des référentiels internationaux, donc je cite l'ISO 9001, qui est un référentiel qui dit, en gros, que faites-vous dans votre entreprise pour satisfaire vos clients? C'est quand même déjà un bon début, quoi. Mais il y a d'autres référentiels, par exemple ISO 14001 autour de l'environnement, ainsi de suite. Donc on a un certain nombre de référentiels internationaux donc, qui sont validés par l'ISO, International Standard Organization. Et puis on a, en France, on a l'antenne régionale, si j'ose dire, de l'ISO, c'est l'AFNOR, l'Association française de normalisation, alors qui relaie des normes internationales. Quand je dis relaie, déjà les traduire de l'anglais en français, c'est quand même un acte important, et puis les diffuse, les vend en France, etc. Mais elle a aussi un certain nombre de labels nationaux, qu'elle diffuse dans les collectivités locales, dans les villes, mais sur d'autres secteurs. Et donc là, c'est eux qui créent des commissions de normalisation effectivement, sont là pour vous donner des référentiels, pour dire, moi je veux améliorer la qualité de mes services dans ma ville, dans mon ministère, bon, ça il y a un peu moins, etc. Et donc je prends un référentiel et je vais me mettre en pratique pour fournir des services encore meilleurs. Alors la qualité, ça s'applique à qui finalement? Ça s'applique aux entreprises? Est-ce que ça s'applique justement aux administrations et aux collectivités publiques? Mais bien sûr, alors on ne peut pas voir encore en France un élan démesuré, mais il n'y a pas qu'en France non plus. Hein. Donc c'est d'abord le privé qui le prend, les entreprises privées, les grandes, les petites, les moyennes, etc. Même j'ai dialogué avec des startups, des nouveaux. Et il y a des très belles initiatives, un peu trop locales à mon goût, mais des belles initiatives locales dans le service public. C'est très souvent à l'initiative de managers, de dirigeants comme Dominique Roland ou de managers de services qui font des très belles choses. On l'a vu dans des entités de Bercy. Nous, en France Qualité, on remet tous les ans des prix et on a un prix sur public. Et le dernier prix qu'on a remis, c'est, alors attendez, je ne vais pas dire de bêtises, mais l'école doctorale de l'Université de Pau et des Pays de l'Adour. Et qu'est-ce qu'ils ont fait de mieux? Ils ont réduit la durée de ces thèses. Ils ont fait, la durée, c'est long de faire une thèse. C'est long, oui. Ouais, donc ils ont divisé, ils ont multiplié par 0,9, donc 10% de gain, de 41 à 37 mois pour la durée des thèses. Donc voilà, on voit qu'il y a des initiatives comme ça, et nous on est content d'encourager et de valoriser ce genre de choses. Je l'ai fait par exemple sur le centre d'encaissement des chèques pour vos impôts. Alors il y a encore des chèques, on fait beaucoup de l'électronique, mais c'est un peu ça. Donc la mauvaise nouvelle pour vous, c'est qu'ils encaissent les chèques plus vite, quoi. D'accord. Pour nous, en fait, pour nous, quand vous payez avec par chèque, vous allez être débité. Et c'est vrai qu'on est débité plus vite, parce que les impôts se sont améliorés. Exactement. Eux aussi font de la recherche de qualité, finalement. On le voit aussi par toute la partie dématérialisation numérique. Il y a des beaux progrès. On critique beaucoup nos services publics. Alors ça, c'est vrai qu'on pourrait encore améliorer et qu'il pourrait y avoir des initiatives. C'est un de nos enjeux, une de nos priorités sur les 3 prochaines années de France Qualité. C'est comment effectivement fédérer les acteurs politiques, économiques autour de ça. Nous, on a remis là les prix qualité. Sachez qu'aux États-Unis, qui remet le prix de la qualité aux États-Unis? Le vice-président des États-Unis. D'accord? Donc en fait, la qualité est portée à un niveau national, chose qu'on n'a pas chez nous finalement en France. Bon, alors on l'a eu. Non, mais on a oublié du temps de Jacques Chirac, quand il était président de la République. Le prix de la qualité était remis à l'Élysée. Et donc aujourd'hui, on aimerait bien que ça revienne avec ce regain d'intérêt. Alors à l'Élysée, à Matignon, on ne va pas être trop difficile quand même, mais effectivement à haut niveau, parce que quand là, il y a un témoignage important que le vice-président des États-Unis, il dit « Cher président de l'entreprise, je vous remets le prix qualité », et que derrière, il y a 2 heures de CNN, d'accord, bon, c'est à l'américaine, mais peut-être, mais... C'est un show, vous voulez dire que c'est même un show télévisé, en fait. Oui, donc il y a une promotion phénoménale. Je suppose que si demain on remettait les prix à l'Élysée
avec une couverture de télévision, etc., ça donnerait envie, ça a une portée, ça valorise en disant « Ah tiens, bah lui, pourquoi pas moi ?» Ça donne des envies, voilà. Donc c'est pour ça que c'est aussi important de les fédérer. Alors il n'y a pas que ça, il n'y a pas que remettre le prix, évidemment, mais aussi voilà, un témoignage qui prend quelques heures à nos hommes politiques et qui finalement a une portée énorme. Ce que vous voulez dire, c'est que la France a un peu vécu sur ses acquis, sur l'acquis de on sait tout bien faire, on a un savoir-faire, mais en même temps, c'est ça que vous voulez dire finalement. Oui, on a eu un peu ça pendant 10-15 ans, maintenant ça se réveille, parce que dans les années 2000, vraiment la qualité, on en parlait beaucoup, il y a eu aussi le président de Renault de l'époque a beaucoup poussé, voilà, on faisait des congrès au Palais des Congrès, etc. Puis on s'est un peu endormi. Voilà, aujourd'hui c'est bien, on se réveille, il se passe des choses. On le voit, deuxième résultat important, j'étais venu juste avant l'organisation par la France du 62e Congrès européen de la qualité, effectivement, qui a eu à Paris au mois de juin 2018. Et donc là, c'était important, 400 participants, 25 pays, des délégations du monde entier, plus de 30, une délégation chinoise de 30 personnes. Voilà, donc on appelle ça une réussite. Nos partenaires européens nous ont dit « Waouh, c'est super ce que vous faites ». On l'a fait dans une école, les arts et métiers près de la place d'Italie, pour montrer voilà l'importance, etc., et pas forcément dans un amphithéâtre. Et donc là, on a eu effectivement une image française et internationale redorée en disant « Ok, la France, elle est dans la course à la qualité, elle fait des choses ». On a dans la foulée signé des partenariats avec le mouvement qualité québécois, avec nos amis les Flamands. Voilà, donc c'est important en France, mais c'est aussi important de l'image de la France en Europe et à l'international en termes de qualité. On est là. Alors pourquoi développer des partenariats justement avec d'autres pays comme la Belgique ou le Québec? Qu'est-ce que ça apporte à la France? Là, on a un bel échange. Voilà, ce qu'il nous apporte, c'est là ce qu'on cherche, c'est un échange de bonnes pratiques. Je suis allé, j'étais invité à Montréal à ce qu'ils appellent leur salon d'affaires, effectivement. Et donc là, les bonnes pratiques, eux, ils font sur une journée complète une espèce de salon, ils ont des stands où les entreprises viennent présenter leurs bonnes pratiques à qui veut venir. On avait par exemple, parce qu'ils sont, à fort juste titre, très impliqués dans l'industrie 4.0, l'usine du futur, les nouvelles technologies, etc. Et il y avait dans ces stands une espèce de mini-usine qui nous montrait, voilà. Donc c'était intéressant de pouvoir y aller, de voir ce qu'ils faisaient, pour pouvoir revenir ensuite en France, de faire un rapport d'étonnement et leur dire « Ah, vous avez vu, le mouvement qualité québécois, il fait ça, nous on ne le fait pas, est-ce qu'on peut le faire, est-ce que ça peut être intéressant ?» Donc nos conventions, c'est vraiment ça, mais c'est aussi donné, parce qu'on fait peut-être des bonnes choses, et on fait des bonnes choses. Calibor, je vous disais le tableau de bord Qualité France, il n'y a que la France qui le fait. Il n'y a que la France qui le fait. Donc c'est une mesure. Tous les autres pays nous disent « Ah, c'est vachement bien, est-ce qu'on pourrait faire un Calibor au Québec, en Autriche, en Norvège, en Allemagne ?» Donc voilà, donc c'est un donnant-donnant. Nous, on va chercher des bonnes idées et peut-être on peut donner des bonnes idées à nos partenaires du monde entier. Alors vous venez de parler de Calibor, parlons-en justement. C'est un tableau de bord que vous menez chaque année. Alors quel est le résultat, quelle est la position de la France en fait dans la qualité? Ouais, alors si on prend un modèle européen qui s'appelle le FQM, on est 9e sur 8, pardon. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc il y a une douzaine d'indicateurs, donc là c'est assez intéressant. On a vu que le nombre de certifiés est devenu Quels sont les indicateurs? Voilà, alors je vais répondre sur, par exemple, 2 ou 3 indicateurs marquants. D'abord, il y a un indicateur sur l'innovation, un indicateur synthétique de l'innovation, et vous parlez de la loi Pacte. Là, c'est quand même assez intéressant, parce qu'on a 6 grandes mesures pour l'innovation, quelque part. Effectivement, on a vu que sur la recherche publique, il y avait 231 chercheurs qui avaient demandé à faire une création d'entreprise, soit 0,01%. On peut faire que mieux. Bon, c'est un peu ça. On voit, vous parliez de la propriété industrielle, on a 4 fois moins de PME qui déposent des brevets qu'en Allemagne. D'accord. Et donc, dans Calibor, eh bien, la position de la France en Europe en termes d'innovation, c'est 11e sur 28, juste au-dessus de la moyenne européenne. Donc, on est content parce que c'est déjà ce qu'on appelle les suiveurs, mais on n'est pas dans le peloton de tête. Et le peloton de tête, c'est dans l'ordre, la Suède, le Danemark, la Finlande, les pays nordiques de l'Europe du Nord. Exactement. Donc, on voit qu'on a plutôt une bonne tendance, et la loi Pacte montre que ça doit pouvoir contribuer à l'évolution de la position de la France sur l'innovation. Mais bon, on en a un peu besoin.
il y a des choses qui ne marchent pas, c'est justement la recherche chez les PME ou les liens privés-publics. Hein, voilà, donc on sait qu'on a des causes sur lesquelles on peut agir. Je pense que la loi Pacte pourra y contribuer en partie. Voilà un indicateur important. Alors, il y en a un autre qui marque beaucoup, c'est l'engagement des collaborateurs dans les entreprises. Oui, c'est exactement ce que nous disait un des invités hier. Ouais, d'accord, finalement, il nous disait que 89% des gens ne sont pas impliqués dans leur entreprise, enfin ne sont plus motivés par leur entreprise. Plus très motivés, oui. Oui, alors on a un sondage. Est-ce que c'est pareil pour vous? Oui, alors il y a un sondage qui est fait par une entreprise qui s'appelle Gallup, qui fait effectivement tous les 4 ans, qui fait un sondage. Alors lui, il dit à peu près la même chose que votre invité d'hier. Il dit qu'il y a 3 types de publics dans les entreprises. Il y a le personnel engagé, hein, donc le personnel engagé qui pousse, qui veut que l'entreprise réussisse, qui accompagne la stratégie, etc. Il y a une deuxième typologie, c'est les personnels non engagés. Ben, on pourrait dire que ça suffit, là, il y en a 2, hein, on a les engagés, non engagés. Ben non, il y en a un 3e. Hein, il y a, c'est grave. Il y a les personnels activement non engagés. D'accord, donc ceux qui non seulement sont passifs, mais au contraire sont actifs contre. Contre l'entreprise, carrément voilà, contre l'entreprise. Et là, quel est le pourcentage? Je râle, etc. Donc en France, en tout cas dans le dernier sondage, on a 6%, statistiquement, on a 6% de personnel engagé dans les entreprises, donc c'est pas beaucoup. Hein, donc seulement 6% des personnes. 6%. C'est énorme, c'est pas beaucoup. Il y a 4 ans, c'était 9, donc on a perdu 3 points, donc seulement 6. Alors, même les pays où c'est le plus haut, hein, c'est pas non plus tant que ça, donc, mais enfin 6%, c'est ridiculement bas, hein, d'accord. Vous êtes 200 dans l'entreprise, il y en a 12 qui sont vraiment engagés, ça fait peur. Hein. Ça fait peur, c'est un peu ça. Mais alors, de l'autre côté, c'est là où, malheureusement, la France est plutôt numéro 1, mais pas dans le bon sens, c'est qu'on a 25% de personnel activement non engagé dans les entreprises. Donc ils travaillent contre leurs propres entreprises. Ouais, je freine. Bah justement, alors c'est un impact sur la qualité quand même. Pourquoi on s'intéresse à ça? Parce que quand je suis contre, bah, je suis moins attentif, c'est pas important, je fais des erreurs, j'ai de l'absentéisme, je râle, c'est pas bien, pas de changement, enfin vous voyez tout. Donc tout ce les contestataires en fait. Un petit peu, et qui effectivement militent pas pour faire avancer l'entreprise, où c'est une partie prenante importante. Mais voilà, donc voilà un deuxième chiffre qu'on fait apparaître et qui devrait nous inciter à mener des actions, en tout cas, voilà, par rapport à ça. On a peut-être un dernier, hein. Il y a un bel index, qui s'appelle l'index global de compétitivité, hein, donc, qui est mesuré au niveau mondial, tous les ans. Alors c'est un index un peu complexe, il y a 12 piliers, etc. Enfin bon, ça vous donne finalement un ordre dans le monde. Donc la France est 22e sur 140. On peut dire c'est bien, mais quand on regarde les pays qui sont avant, on pourrait se dire on pourrait être un peu mieux. Effectivement, il y a eu une époque où on était 15e et on a un peu doucement mais sûrement décliné. Et donc voilà, donc on a ce genre de choses qui nous amènent à dire bon bah voilà, est-ce qu'on pourrait être un peu meilleur? Quand on regarde l'analyse, hein, donc c'est un gros bouquin de 600 pages qui sort tous les ans, là, mais quand on regarde l'analyse, on a par exemple la réglementation du travail, la côté fiscal qui sont vraiment des freins. On a des choses hein, dans la compétitivité, l'infrastructure routière, etc. Mais on a des freins qui sont réglementation, fiscalité, un peu de bureaucratie aussi, qui sont des vrais freins pour qu'on ait un index global de compétitivité un peu meilleur. Voilà ce qui joue. Et ça, donc, avec votre tableau de bord, on retrouve toutes ces notions. Est-ce que c'est libre d'accès sur votre site internet? Absolument, on peut le télécharger. Donc on va donner l'adresse où on peut télécharger ce tableau de bord très intéressant sur la qualité. Voilà, donc c'est qualitéperformance-toutattaché.org. Et donc là, vous avez une rubrique où vous pouvez télécharger les différents tableaux de bord. Un mot de teasing, le prochain, ça sera en juin 2019 avec de nouveaux chiffres. Peut-être des bonnes nouvelles et des confirmations aussi du niveau actuel. Donc ça c'est important. Donc France Qualité effectivement d'abord a édité ce tableau de bord et dans notre roadmap des 3 prochaines années, on veut maintenant passer de je regarde mon tableau de bord et je me mets à agir pour effectivement influencer positivement ces indicateurs. Alors justement, on va revenir avec vous sur les actions, si vous voulez bien Patrick Mongion, mais on va faire tout de suite une petite pause musicale avec Mark Ronson. Bon, c'est pas grave. Bonjour Anne-Marie, je suis désolée, je sais pas. J'ai pas une nouvelle non plus. Oui. Je sais pas. Alors, tu m'apprécies. Est-ce que je vous fais passer en start-up ou pas? Oui, vous voulez.
Est-ce que vous voulez prendre la parole sur le mode start-up? Sur le mode start-up, mais je ne suis pas une start-up. Non, c'est le mode débarre de projet, voilà. Voilà. L'idée, ok. Mais donc, on ne va pas passer de chronique aujourd'hui. C'est Anne-Marie. Du coup, on peut parler de la couveuse, que je suis en couveuse et que Oui, voilà. venir, t'as pas pu venir. Hein? Non, on ne va pas parler de ça. Ça, Non. on parle pas de D'accord, ça. on va parler. On va parler de la couveuse, mais pas de lui. D'accord, ok. On va parler de donc, où êtes-vous parti. Et je vais y arriver comme ça, sans m'être préparée psychologiquement. Bah, ça fait rien. Tout Moi, ça. je vais poser des Il y a questions. bien le papier. Live. Il n'y a pas besoin de Ah, nous, c'est papier, totalement comment ça, improvisé. ce qu'on veut faire Elle est où ta bouteille de whisky là? Voilà. Whisky, rhum ou gin, ça dépend. C'est ça, ouais. C'est qui là C'est cool. Mais non, mais Anne-Marie, vous allez voir comment je fais avec les autres invités. Ça me Oh, met en c'est confiance, c'est cool. décontracté, Moi, ouais. je rebondis sur ce que vous dites, ne vous inquiétez pas. Ouais. Tout va bien. Elle a une belle voix, hein. J'écoute le magazine de l'handicap. Ah oui, ça c'est sûr, c'est sûr. non, Enregistrer déjà, c'est facile. Le direct, Ah, c'est moins ah, facile live, pour c'est moi. La voix, c'est la voix elle est là. Bon, ah bah c'est pas du tout ce que je vais annoncer là. C'est... Si, Captain Funk. Ah bon, mais ça ressemble à Bruno Mars. C'est Bruno Mars, mais lui il chante sur le morceau, mais à la base c'est Marc Ronson. Oui, parce qu'effectivement, D'accord. c'est un peu surprenant. Ok. On y retourne? On y Ça retourne. fait combien de temps là, Philippe? J'en sais, j'ai pas vu. Bon, allez, on y retourne. C'est l'heure. Bon bah, on y va. Au bar de l'économie, nous voici de retour. Je suis accompagnée aujourd'hui de Patrick Montgillon, vice-président de France Qualité, de Dominique Roland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien, directeur de la culture et du centre des arts à Enghien-les-Bains, et d'Anne-Marie Berberides pour son projet d'entreprise. Vous saurez tout dans quelques minutes. Mais tout de suite, on redonne la parole à Patrick Montgillon puisque nous parlions de la qualité. Alors justement, au niveau de France Qualité, vous avez mis en place une nouvelle gouvernance cette année, mais avec finalement une mission, c'est-à-dire le national et faire émerger les régions pour que la qualité se bouge en région. Et vous avez, référencé 6 thèmes pour faire bouger la qualité en France. Quels sont ces thèmes, justement? Alors c'est important de dire que France Qualité c'est national, mais c'est aussi très régional. Donc on a une quinzaine d'associations régionales qui sont très très actives, puisqu'on on a aujourd'hui un peu plus de 300 événements par an dans toutes les régions de France, donc ça c'est assez génial. On a aussi 300 000 visites sur notre site web, on trouve que c'est plutôt bien avec plus 40% de visites, donc les gens viennent nous voir. Donc effectivement, notre nouvelle gouvernance, pourquoi on a changé de gouvernance? Parce qu'on veut encore obtenir et atteindre des objectifs plus ambitieux. Donc dans cette nouvelle gouvernance, on a fait la place aux régions, aux experts et aux jeunes. Donc là, on a effectivement fait la place aux régions. Dans aujourd'hui notre conseil d'administration et notre bureau exécutif, il y a 3 présidents de région qui vont être là au sein du bureau pour justement amener cette cohésion et ce partage, et qu'il n'y ait pas non plus ce sédition nationale, régionale. Ça nous paraît important d'aller sur le terrain, parce que l'actualité de la qualité, elle se passe dans les PME, PMI, les organismes locaux, donc sur le terrain de la région. Donc ça, c'est un premier point important de notre gouvernance. Alors des référents, donc je dirais des experts. Effectivement aussi, on s'aperçoit qu'on ne peut plus parler de qualité en général, mais aussi par secteur d'activité. Donc on a des référents, on en a un dans la santé. La qualité dans un hôpital, c'est pas la même que la qualité dans une usine. On s'y prend pas de la même manière, la culture est pas la même, l'enjeu est pas le même. Donc on a un référent santé, on a un référent numérique, aujourd'hui incontournable, mais aussi dans la cosmétique, activité très très importante, dans les territoires, l'excellence opérationnelle et dans la transformation. Donc on a 6 référents qui sont en fait des points d'entrée pour dire ok, on a un sujet là-dessus, comment on fait, parce que lui il peut effectivement y répondre. Donc ça, c'est un élément important pour pouvoir répondre à un certain nombre de demandes. Et puis je parlais des jeunes. Donc là c'est nouveau, on a une personne qui va être en charge de la coordination des nouvelles générations. Donc on a pris une jeune qui a été primée, lauréate en 2019 du prix étudiant, puisqu'on remet aussi un prix étudiant, donc pour son master qu'elle ferait dans le groupe Safran. Et effectivement, comment on parle, on vend des démarches qualité aux jeunes, quelles attentes ils ont par rapport à ces démarches qualité. On sait par exemple que les jeunes dans leur recherche d'emploi sont assez sensibles à une démarche responsabilité sociétale des entreprises. Voilà, donc ça c'est important qu'on ait ça. Et donc cette gouvernance, elle est là pour répondre à ces nouveaux défis de manière crédible, forte,
J'ajouterais enfin, je parlais de regain d'intérêt, pour preuve, on a aujourd'hui 4 membres dirigeants de grands groupes de France. Alors je pense qu'on peut les citer. On a L'Oréal quand même, numéro 1 mondial, dont on ne parle plus. On a le groupe RATP, on a les laboratoires Pierre Fabre et le groupe Bouygues. Qui sont revenus adhérents à France Qualité. Qui sont non seulement adhérents, mais aussi actifs dans notre bureau exécutif ou dans notre conseil d'administration. Donc quand même, c'est un témoignage. On les a vus à notre congrès européen l'année dernière, mais c'est vraiment un témoignage que, il n'y a pas que les grands groupes dans la vie, mais c'est quand même très très important. Ils nous montrent qu'effectivement on y croit, on a envie de participer à cet nouvel élan de la qualité en France, parce que pour notre compétitivité, nos exportations, regardez les chiffres de nos exportations, on peut faire largement mieux, donc voilà, pour contribuer à ça. Donc c'est un vrai témoignage de regain d'intérêt. Et puis parce que aussi, comme vous l'avez dit, seulement 6% des salariés sont engagés dans leurs entreprises, donc finalement, c'est pour redonner aussi du sens aux salariés. J'imagine que là aussi, ça joue sur la motivation des jeunes, notamment, ils sont très sensibles. Il y a un gros effort. J'ai été moi-même directeur de la qualité dans des grands groupes de services pendant 12 ans. L'aspect sens est primordial. Alors il y a l'intérêt du travail, ce que vous faites, et là on peut y travailler, mais l'aspect sens, on va où, qu'est-ce qu'on veut devenir, est-ce que vous avez envie de contribuer à un projet d'entreprise qui vous stimule, parce que quand le matin le réveil sonne, vous avez envie de sauter de votre lit, parce que c'est sympa, votre manager il est attractif, il vous donne envie de bosser, vous avez aussi une juste rétribution de votre travail, donc un partage aussi entre les différentes parties prenantes, voilà, ça vous donne du sens et ça vous donne envie. Donc si on donne plus de sens, on peut espérer que les 6% remontent. Bien sûr. C'est ce qu'on veut. Alors justement, c'est quoi la qualité en 2019 ? Qu'est-ce que les entreprises adhérentes demandent ? Alors très clairement, on parle de performance, alors on l'appelle de manière différente, efficience, excellence opérationnelle, etc. Mais très concrètement, je développe plus de valeur ajoutée, que ce soit dans mon produit ou dans mon service. D'accord ? Quand j'appelle, je veux quelqu'un qui prenne une décision tout de suite, qui me renseigne, etc. Pas qui me dise « Attendez, je vais vous passer la bonne personne. » On ne voit pas trop la valeur ajoutée, des standardistes, des gens comme ça. Donc vraiment, c'est ce genre de choses. Et en fait, pourtant, c'est le premier accueil qu'on a, c'est très important. Oui, mais ça veut dire qu'il faut changer dans les entreprises. C'est-à-dire que le premier accueil, on va former ces gens-là, on va lui donner plus de compétences pour qu'ils vous apportent directement plus de valeur ajoutée. Vous appelez votre garagiste, plutôt d'avoir quelqu'un qui vous dit je vais vous passer le chef d'atelier, j'ai quelqu'un qui est capable de me dire c'est quoi votre panne, etc. Et donc d'apporter un premier pré-diagnostic. Là, j'ai un feu de valeur ajoutée en disant ok, vu de ça, etc., on peut prendre un rendez-vous pour telle date. Donc alors là, on a ce côté consommateur. Exactement. Donc finalement, le consommateur, il veut sa réponse tout de suite. Disons qu'on en a assez d'attendre au téléphone, qu'on nous passe la bonne personne finalement. Imaginez le monde idéal. Vous allez voir votre agence bancaire et vous lui dites je vais acheter une maison. J'ai besoin d'un prêt de 1 million. Vous attendez 3 jours, on vous demande que on passe la question au chef, ou la personne vous répond en 10 minutes. On aimerait, alors je ne sais pas si c'est faisable, parce qu'il y a des risques quand même, il ne faut pas faire n'importe quoi, mais la tendance c'est vraiment ce genre de choses. Donc je veux que ça aille vite et valeur ajoutée. Quand je discute avec le patron du Leclerc de Bois d'Arcy, un des plus grands Leclerc de France, il discute, il dialogue avec ses hôtes et ses hôtesses de caisse. Il dit si vous voulez que votre métier continue, on voit qu'il y a des robots de plus en plus, etc. Si vous voulez que votre métier continue, il faut apporter de la valeur ajoutée aux clients. Et pas passer des articles comme ça, etc. C'est quoi votre valeur ajoutée ? L'aimabilité, du service. Donc là, il y a une vraie question par rapport à des postes. Donc nos adhérents et les entreprises, elles recherchent d'abord de la performance, de la valeur ajoutée derrière cette performance, mais aussi, je le disais, et je rebondissais sur... c'est bien de parler de l'économie avec du violon et de l'accordéon. Eh bien, dans les entreprises, il y a aussi des émotions, puisqu'il y a des êtres humains, quand même. On n'a pas encore des robots. Heureusement. Et heureusement, et j'espère qu'on n'en aura jamais. Non, les robots peuvent apporter un certain nombre de choses, on voit dans l'industrie, mais on a des êtres humains. Si on a des êtres humains, on a des émotions. Et le client, il veut des émotions. C'est vrai que maintenant que vous le dites, je me rends compte que dans les grandes surfaces, il y a de moins en moins de personnel. Dans les rayons, quand on cherche quelque chose, on trouve pas. Et si on trouve pas ce qu'on veut, on est obligé de retourner à l'accueil pour savoir où est rangé le produit qu'on cherche. Parce qu'il n'y a plus personne dans les rayons, vous avez raison. Donc il faut imaginer. Alors, il y a une dimension économique, quand on dit il y a moins de personnes, les chefs d'entreprise, ils ont aussi à assurer la pérennité des entreprises. Pour être pérenne, il faut gagner de l'argent, il n'y a pas de miracle, ça c'est assez clair. Il faut en gagner aussi suffisamment pour investir, c'est vrai. Mais une deuxième facette qu'on voit chez France Qualité,
c'est comment je mets en œuvre l'amélioration continue chez moi. Parce que quand vous avez fait votre to-do list de la journée, à la fin de la journée, vous dites j'avais 14 tâches à faire, j'en ai déjà fait que 12. Alors l'amélioration continue, hein, j'ai pas eu le temps d'en faire. Donc justement, il y a une vraie équation pour mettre en œuvre, faire que les ouvriers, les cadres, les dirigeants, etc., tous les jours cherchent à améliorer quelque chose. Ça, c'est un point important. Les méthodes sont connues, existent depuis 80 ans, mais la question, c'est de la mettre en œuvre. C'est pas d'innover sur la méthode, c'est comment on le met. Alors, ça prend plein de noms plus ou moins connus, Lean, Six Sigma, Lean Management, enfin, on entend ce genre de choses, mais le Lean Management, dit en français excellence opérationnelle, c'est quand même comment, management minceur, hein, Lean ça veut dire mince, donc comment je deviens mince dans mon entreprise ou dans mon organisation. Six Sigma, hein, qui est une unité Motorola de taux d'erreur, comment, Six Sigma, vous savez, c'est 3,4 défauts par million. Donc vous avez fait 1 million de barres d'économie, il y a eu juste 3,4 erreurs. Ouais, c'est tranquille, hein. Donc vous voyez le nombre infiniment petit que c'est, hein, mais qu'on demande à nos industries. Quand vous achetez une boîte de petits pois, vous voulez pas que la boîte, y ait un truc qui marche pas. Vous voulez que l'ouverture marche tout le temps. Donc on veut ça. Donc on veut du Six Sigma. Après c'est une exigence énorme, quoi. Imaginez, tiens, je vais vous prendre un exemple. Si je ramène le Six Sigma à le nombre de disputes dans votre couple. Ça vous parle, ça? Non, pas trop, non. Non, pas trop. Bon, quand vous êtes à Six Sigma, ça veut dire que vous avez une dispute tous les 805 ans. Donc ça va. Jamais de votre vie terrestre. Ouais. Jamais de votre vie terrestre. Mais ça veut dire que le Six Sigma sur des objets de la vie visuelle, c'est que de votre vie terrestre, vous n'aurez jamais un problème avec. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Voilà, c'est ça. Et que si vous êtes à 2 Sigma, c'est une dispute tous les 3 jours. Bon, là, c'est un peu différent. C'est plus pareil. On va poser la question au niveau de la qualité à Dominique Rolland, si vous voulez bien. Alors, Dominique Rolland, la ville d'Enghien a mis en place des normes qualité il y a combien? 7 ans maintenant? Oui, je pense c'est autour de 7 ans, effectivement, à la demande de son maire, Philippe Sueur, parce que l'objectif, évidemment, est l'amélioration du service public. Et donc, pour améliorer le service public, il faut se référencer à quelque chose, à des bonnes pratiques. Et ces bonnes pratiques étaient identifiées alors sur Caliville, qui est une norme, si l'on veut, mais surtout une norme. On est parti surtout sur un principe d'amélioration. Amélioration, c'est-à-dire prendre conscience effectivement des aspects importants, surtout qu'Enghien a une caractéristique, c'est-à-dire d'être à la fois ville-congrès, d'être à la fois ville touristique, donc avec un front office et un accueil qui doit être évidemment d'excellence. Alors quand on parle d'excellence, qu'est-ce qu'on met derrière les mots? C'est tout simplement une posture, je dirais, d'accueil dans tous les services de la ville, tout ce qui fait partie des services d'accueil de la ville. Et c'était par là que nous avons pris, je dirais, en quelque sorte les priorités, et en particulier par l'état civil, enfin les services qui sont à la population très directement impactés. Voilà. Donc c'est un élément important. Après, il y a, si on veut approfondir les choses, se baser sur des bonnes pratiques et sur un référencement, sur des normes, bien sûr, c'est tout à fait objectif. Néanmoins, il y a aussi, je dirais, une évolution qui est très rapide sur à la fois les métiers, sur ce que vous disiez, sur le comportement. Il y a ceux qui participent à l'entreprise, il y a ceux qui freinent, et puis une autre partie qui, eux, s'ingénie à freiner encore plus les choses. Donc il y a une sociologie qui est quand même particulière à la France, il faut le reconnaître, parce que plus je voyage, plus je me rends compte que effectivement cette énergie, elle doit être impactée par plusieurs choses. C'est d'ailleurs la prise de conscience d'abord au niveau managérial, évidemment de tous ces éléments d'amélioration, mais qui se basent aussi, pas simplement sur des normes, mais aussi sur une veille. La veille aujourd'hui est de tête constante. La veille, c'est-à-dire de regarder comment font les autres. Et vous l'avez très bien dit également, c'est-à-dire de réunir, alors c'est lors évidemment de congrès, de réunions importantes où on voit comment les autres fonctionnent en Chine, comment ils fonctionnent ailleurs. Et ça permet de se remettre un petit peu en question et surtout de regarder à quel endroit nous pouvons améliorer. Alors évidemment, il y a la motivation, c'est un facteur important en France. La motivation, comment moi j'ai remarqué dans ma petite expérience de management que c'est un facteur très déterminant en France, en particulier en France. Parce que les questions salariales, c'est pas toujours le salaire qui est un indicateur de performance. Il y a aussi la façon de l'implication qui vient, pas simplement d'un point de vue individuel, parce que autonomie,
elle ne veut pas dire indépendance dans l'entreprise, mais ça veut dire de comment on travaille avec les autres, comment on trouve je dirais un point d'harmonie, en quelque sorte, avec les autres dans le travail que nous faisons. Et c'est vrai que quand il y a, moi j'ai remarqué une chose qui était qui était un élément, je dirais, qui était assez lourd dans la fonction publique, c'est de voir que quand il y avait un défaut dans la chaîne de production, de travail, si vous voulez, eh bien, on était solidaire de celui qui ne faisait pas. Aujourd'hui, on change de paradigme, c'est-à-dire que maintenant, on prend conscience que si, effectivement, on est solidaire d'un manquement, eh bien, on est impacté soi-même par rapport à ces indicateurs de performance. De façon plus concrète, c'est-à-dire que c'est l'image de votre entreprise, mais c'est aussi la production du travail qu'on est amené à faire. Donc, je veux dire, cet élément-là, ça veut dire que c'est une prise de conscience qui doit être collective et qui doit être aussi de sens de responsabilité que l'on a, pas simplement de la hiérarchie qui donne une impulsion sur un travail, mais du travail que l'on organise, de la façon dont on le partage et la façon dont on partage aussi, on communique les informations. Et ça je pense que l'élément en France qui est assez déterminant, c'est évidemment la motivation. La motivation qu'il faut constamment alimenter. Il faut donner des challenges. La performance, c'est pas être au-dessus de ses moyens, faire en 10 secondes courir, être le premier. C'est d'être tous ensemble, je veux dire en équipe, être gagnant et être effectivement repousser à chaque fois, évidemment, les limites de ce que l'on est en capacité de faire. Et c'est vrai qu'on a un résultat qui est ensuite bien compris par l'ensemble des équipes. C'est donc ce que vous faites, j'imagine, au Centre des Arts, hein, ça fonctionne notamment. plutôt bien, ça fonctionne plutôt bien, mais il faut rester en éveil. Je pense que cette question-là, rien n'est acquis. L'impermanence du monde aujourd'hui, l'agilité que nous devons avoir constamment par rapport à ces critères qui étaient il y a 10 ans, tout se modifie, est impacté par le changement, bien sûr par la dématérialisation, mais par le fait que les métiers changent, évoluent, et que nous avons une mobilisation, je dirais, constante à nous adapter. Et nous devons nous adapter constamment, et ça demande pour l'ensemble des équipes, effectivement, eh bien, une veille sur les bonnes pratiques ailleurs, les comparer, voir comment on peut améliorer à chaque moment. Je dirais, nous, ces questions-là, on les aborde toutes les semaines. Alors, on n'avance pas toutes les semaines aussi vite, hein, mais on les aborde en donnant, par exemple, en mettant en place par exemple, une stratégie. Quel impact de la stratégie web? Aujourd'hui, c'est un sujet. Comment on communique avec les habitants, comment on communique sur nos propres contenus. Et effectivement, ça n'a pas la même implication si nous parlons de Facebook que Instagram. On n'est pas du tout dans les mêmes... il faut aller dans différents registres. C'est une performance aussi. C'est une performance, ça veut dire qu'il faut nous remettre en question sur nos propres pratiques web, sur nos propres pratiques qui sont dématérialisées et nos propres pratiques qui sont physiquement là quand nous recevons du public. Quel est le comportement? Le premier comportement, les personnes qui sont pour moi à l'accueil sont des ambassadeurs de leur ville. Je parle pour le service public, ils sont des ambassadeurs. Donc ils ont un rôle très important, il faut leur dire, et en même temps, il faut qu'ils l'incarnent. Et pour l'incarner, eh bien, il faut qu'ils soient les meilleurs communicants. Ce sont eux les passeurs, finalement, pour aller sur une activité ou sur une autre, ou une entrée à une exposition ou un film. Il faut qu'ils aient une connaissance. Donc, cette demande aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un élément qui ne peut pas être remplacé par la machine, en tous les cas, en l'état actuel de l'avancement de la science, bien que les machines aujourd'hui, les scientifiques travaillent sur d'autres notions qui sont l'empathie. Ça rejoint quelque part l'homme, l'empathie, l'émotion. Donc, c'est des sujets qui sont très perturbants, hein, finalement. Donc, ça veut dire que les indicateurs de performance, et en particulier la valeur ajoutée, eh bien, elle est bien entendu sur le conseil, sur la façon dont on accompagne finalement le service public, je dirais, dans les tâches quotidiennes, dans les délais de réponse que l'on donne, dans la manière dont aussi on entend, vous savez, c'est comme une voix au téléphone, où on entend sourire.
On entend sourire, et c'est vrai. Oui, On exactement, entend ouais. sourire même au micro de la radio. C'est Ouais. pareil, on vous entend sourire. C'est tout à fait vrai. Un mot peut-être, si pour rebondir sur ce que dit Patrick on voit Montgelon. qu'on est très en phase, effectivement, il y a un bon exemple. Et ce qui est important, c'est qu'il parle du management et l'importance du management dans la motivation. Je crois que c'est assez vrai. Un éclairage que donne France Qualité dans notre Qualibor, justement, on a des indicateurs qui montrent que les managers français sont plutôt désaimés. Quand on demande quelle est votre opinion de votre manager direct, ils nous disent en France qu'ils ne sont pas très contents. Et de votre dirigeant, donc là vraiment ça, c'est vrai, on a une deuxième batterie d'indicateurs. Le numéro 1, donc. Voilà, le numéro 1. De Donc, l'entreprise. on a des managers où on reconnaît des qualités de confiance en soi, de maîtrise de soi, peut-être un peu ce qu'on dit, l'arrogance des Français, nous on est bons, voilà, donc ils ont ça, un peu de résilience, voilà. Mais quand il s'agit de motiver, 5,8 sur 10. Seulement. Là, on parlait de motivation, je crois que c'est un élément important, de reconnaître la qualité du travail, de favoriser l'engagement, de développer la cohésion d'équipe. Voilà un peu des qualités. Donc là, le dirigeant français n'est pas très bon. Et On vous a des avez progrès peut-être à chez faire. vous, voilà, à Viry-Languien, tant mieux. En tout cas, c'est la demande. Merci beaucoup pour tous ces témoignages, Dominique Rolland et donc Patrick Montgelon. On va faire une nouvelle petite pause musicale, un extrait du titre de Taylor Swift, et puis on revient avec vous pour parler d'émotion, justement, Dominique Rolland. Et art. Et on va parler de Jeffrey Shaw, justement. Non, mais c'est ce que me disait une jeune start-upeuse là, qui est venue il y a quelques semaines. Elle me disait que, d'accord, ils ont du mal à recruter des talents, mais elle me dit en plus, pour les garder, C'est dur. c'est très dur. Vous n'imaginez pas ce qu'on est en train d'essayer de mettre en place tout le temps. Pour être Il faut attractif. trouver des idées. Et donc, par exemple, un distributeur de boissons où les commerciaux peuvent téléphoner en faisant leur boulot, mais il faut qu'ils puissent marcher parce qu'être assis à son bureau, il y en aura le bol. Mais Plein de trucs comme ça. les trois critères, on parlait de rémunération, mais les trois critères, alors ça varie d'une entreprise à une autre, les plus importants dans la motivation, c'est un, l'intérêt du travail. Si je m'emmerde toute la journée, je veux dire, je ne suis pas motivé à me lever le matin. 2, dans le désordre, 2, la qualité du management. 3, la rémunération, parce que quand même... Oui, bah quand même. non mais je veux dire, voilà, mais la rémunération n'est pas Alors, numéro 1. Je vais vous faire reparler de ça après Dominique Rolland Oui. et après la... Parce qu'en fait, on est dans le même start-up. On est dans le même trip. On est dans le même trip. Donc on va passer la parole à Dominique vous avez Rolland, illustré, après on va passer la parole à Anne-Marie Avec une start-up, c'est ça vous avez dit et Patrick. Ouais, Elle en est fait, en projet, c'est un projet. Un projet start-up. Ouais. Elle est Ça fait poussin, comment c'est un poussin. Pilates conseil. D'accord. Pilates, ça veut dire client en grec. Ah, je savais pas. Et ben voilà, vous avez appris quelque chose. Ça s'écrit Wow. PE. Comment ça s'écrit P-E-L-A-T-I-S. Pilates. Pilatis. Et ça veut dire Client. client en grec. Ouais, ouais. Waouh, j'ai appris quelque chose là. Je connaissais que customer, mais voilà. Ah bah oui, bah oui. Ouais, je suis désolé. ouais. Maintenant, est-ce que c'est le mot en grec ancien? Je ne sais pas. C'est en tout cas. C'est Comme ça, vous, Dominique, Grec après, actuel. si vous voulez partir, je vous libère. Il est en train de conseiller en quoi Je vous libérer pour écart, pas de problème. C'est le poil là. Mais On parle de la même chose là. Je vous laisse parler de le l'enchantement. catalogue. C'est à quelle heure ce Vous soir avez dit le mot? C'est Oui, bien. C'est à Ah, je suis désolé, je disais. Ah, bah, je disais, Je l'ai dit, Parce qu'après, Regardez, il un changement de ne peut pas y aller à la fondation. Il fait wow, Parce changement que brillant, c'est la ouais. vérité. Alors, il râle parce qu'il dit ouais. Voilà, mais pour dire que les démarches qualité, c'est pas c'est c'est très énorme, ambigu. etc. Parce qu'il aurait pu faire faire aussi des moments un accord. inoubliables de la Peut-être part qu'on des retourne. clients. C'est loin la fondation. Bah non, c'est un dîner. Vous allez enchanter tous les clients. On y retourne. On va d'aider les C'est bon, entreprises vous à êtes faire prêts tous les deux? C'est ça. On parlait d'enchantement client. C'est bien. Bah, c'est un... Visiblement, voilà. Nous voici de retour au bar de l'économie. Aujourd'hui, on parle qualité, culture et projet d'entreprise avec Patrick Montgelon, vice-président de France Qualité, Dominique Rolland, directeur général adjoint de la ville d'Enghien, les Bains et directeur de la culture et du Centre des Arts, et d'Anne-Marie Berberides, porteur de projet pour Pilatis Conseil. Et alors justement, Dominique Rolland, ce soir, vous allez nous enchanter avec Jeffrey Shaw. C'est quand même un monument de la réalité virtuelle. C'est l'ouverture, enfin l'inauguration de l'exposition Jeffrey Shaw. Alors, expliquez-nous un peu ce qui va se passer ce soir et qui est Jeffrey Shaw. Alors oui, c'est vrai qu'on a dans le fond beaucoup de chance de recevoir dans une exposition qui va être principalement sur la réalité augmentée. Mais il faut savoir que Jeffrey Shaw, c'est un monument, c'est 50 ans d'histoire de l'ordinateur finalement, mais 50 ans d'histoire de recherche, d'expérience, de recherche bien sûr, et en même temps d'art.
d'art technologique, puisqu'on l'appelait autrefois ainsi. Mais souvent on dit, mais qui est Geoffrey Chaux, et en fin de compte, c'est le père de la réalité augmentée. Alors, c'est vrai que, je crois qu'en France, comme dans beaucoup d'endroits, on a un petit peu oublié dans les lieux de formation, qui sont les universités, tout ce pan d'histoire, c'est-à-dire des arts médiatiques. Hein, on les appelle aussi arts médiatiques, la version anglophone. Hein. On parle d'art numérique en France, parce qu'on est très attachés, et les Québécois font la même chose. Mais c'est vrai qu'on dit aussi art médiatique. Alors, qui est Geoffrey Chaux? Geoffrey Chaux, c'est un monsieur qui est né à Melbourne, donc qui est australien, qui est un chercheur, qui est professeur et artiste. Voilà, alors ça c'est vraiment la combinaison de l'hybridation de ce que sont, enfin là, pionniers depuis 50 ans, mais ce que sont finalement les artistes ingénieurs qui sont aujourd'hui, travaillent à la fois, expérimentent, bricolent, mais enfin font un travail qui est efficient. Et lui, il est aujourd'hui, évidemment, il est titulaire de la chaire d'art médiatique et doyen de la School of Creative Media de l'Université de la ville de Hong Kong. C'est pas rien parce qu'il travaille avec quelqu'un qui a exposé au Centre des Arts il y a quelques années, c'est Maurice Benayoun, avec qui il travaille. Et il se trouve que là aussi, il y a une espèce d'effet d'aspiration de nos talents. Je parle pour Maurice Benayoun qui se retrouve à Hong Kong, qui était à Paris 8. Et c'est un petit peu dommage. Mais c'est ainsi, c'est-à-dire qu'on a souvent en France des véritables talents, et puis ils s'en vont parce qu'on leur offre ailleurs, évidemment, des situations qui sont enviables. Alors, Geoffrey Chaux, c'est aussi quelqu'un qui a fondé, alors là c'était en 1979, l'Institut de recherche et de support visuel, c'est-à-dire le ZKM. Alors pour nos auditeurs, allez regarder sur Internet, ZKM à Karlsruhe, en Allemagne, c'est un haut lieu des arts technologiques. Et alors on va se dire, mais art, c'est un peu fumeux, c'est un petit peu perché, c'est un petit peu hors sol, mais pas du tout, parce que Geoffrey Chaux, c'est aussi quelqu'un qui a travaillé sur un centre de recherche de cinéma interactif. Vous voyez, c'est pas rien, parce que on se dit, mais dans le fond, comment le cinéma a évolué, hein. Vous voyez, aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle des salles immersives, hein, de plus en plus. Alors, on a les casques de réalité virtuelle. Il a quand même travaillé dans les années 1970 avec des ordinateurs, avec des programmes, des logiciels. Donc, vous êtes 50 ans en arrière et vous regardez finalement ce qu'a fait ce monsieur. Il était très avancé et nous devons l'être tout autant aujourd'hui. C'est-à-dire que la vision que nous devrions avoir sur l'utilisation des technologies de façon générale, puisque là on est en ce moment blockchain, sur les sujets qui sont l'intelligence artificielle, les algorithmes, etc. Il faut pouvoir penser à 10 ans et à 15 ans. Et c'est ça la difficulté du monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, c'est qu'on a une difficulté à envisager l'avenir, et c'est pour cette raison d'ailleurs que l'exposition est tournée autour d'un parcours qui est un parcours où il mobilise, et c'est tout le travail de Geoffrey Chaux depuis dans son histoire et sa recherche et son travail artistique, toute sa démarche, c'est à la fois d'amener le spectateur dans un monde plus immersif, le spectateur à la fois être dans le monde physique et dans le monde virtuel. Alors comment il le fait? Il le fait à travers des œuvres. Nous avons par exemple, il y a des pièces qui vont être présentées dans cette exposition, qui d'ailleurs, je rappelle pour nos auditeurs, qui se tiendra jusqu'au mois de juillet, donc vous avez le temps, c'est vrai, mais vous pouvez aussi venir ce soir directement à l'inauguration de cette exposition. C'est une tablette, vous avez un socle qui est devant vous, qui est vide, et à l'aide de cette tablette, vous allez voir en réalité augmentée, eh bien, le veau d'or. Et puis vous allez pouvoir, en tournant la tablette, le regarder sous toutes les dimensions. C'est-à-dire, en tournant, vous êtes en 3 dimensions, vous regardez l'objet, et en fin de compte, l'interface, c'est par l'ordinateur. Voilà. Alors, ce qui est intéressant, c'est que vous êtes toujours dans une manipulation qui est physique, finalement, de votre tablette, et c'est ce qui fait l'enjeu, c'est-à-dire de ne pas être, qu'on ne soit pas passif, finalement. Voilà, sorti, si vous voulez, être complètement dans le monde virtuel, et là, d'être en prise directe avec l'œuvre. Ça, c'est un élément qui est pour lui important. Il le fait aussi avec une autre œuvre qui est à partir d'une bicyclette. Vous voyez, les bicyclettes aujourd'hui, tous intéressés par le développement durable, par la santé, la mise en forme. Alors, vous avez un pédalier et vous êtes finalement devant un écran
qui vous fait parcourir d'une façon, là aussi, vous êtes là, c'est la distance, c'est l'espace finalement, hein, et vous êtes dans une architecture de ville, de textes composés, et plus vous avancez, plus vous découvrez de choses. C'est-à-dire que là, vous mobilisez encore, alors là, c'est l'énergie musculaire, c'est l'énergie musculaire, combinée, si vous voulez, à une vision qui est... aux nouvelles technologies. Aux nouvelles technologies. Alors c'est vrai qu'il y a également la roue de la poésie, parce que c'est vrai que Geoffrey Chaux, c'est pas simplement quelqu'un de la technologie, mais c'est aussi, il nous fait voir à travers la roue de la poésie recombinatoire, qui est sur des textes. Alors c'est sur une image qui est projetée sur un mur qui est de 2 mètres de diamètre, et on a une horloge qui est composée de 27 personnages du poète, et puis le visiteur qui va pouvoir articuler, bouger la poignée, va utiliser cette poignée pour faire pivoter les points et puis changer de poème. C'est-à-dire que vous faites vos choix. Une horloge de poème, assez original. Voilà, c'est assez original, et il peut interrompre la lecture, donc il est quand même maître. Et ce qui est intéressant dans l'approche de Geoffrey Chaux, qui d'ailleurs aujourd'hui fait partie de toutes les zones de recherche finalement sur l'approche du cinéma, de l'approche des arts visuels et de l'approche des mondes immersifs. C'est-à-dire que dans les modes de narration aujourd'hui, on recherche, et l'art est utile pour ça, c'est-à-dire que ce sont les industries créatives, et finalement c'est de l'emploi, c'est de la valeur ajoutée, hein, ici, c'est de pouvoir, par exemple, combiner dans c'est ce qu'on fait d'ailleurs dans les jeux vidéo, de façon ludique, et lui le fait de façon ludique, c'est d'amener dans le mode de narration le spectateur à un moment donné à changer de cap, et à dire non mais je veux que cette histoire, je voudrais l'orienter, j'ai 3 directions. Donc c'est vrai que bientôt l'intelligence artificielle servira sur la base des modes de narration de ceux qui font des scénaristes, des réalisateurs. On passera à un cinéma qui est pas contemplatif, mais qui ressemble un petit peu à ce que la peinture a été à la Renaissance, c'est-à-dire qu'on vient devant une œuvre, on la découvre, et puis on dit ah oui, il y a le nombre d'or, il y a la composition, il y a la mise en page, il y a les techniques de réalisation. Eh bien oui, on est passé finalement pour la peinture des pigments de couleur, et on est passé aux pixels. Voilà, et les pixels, si vous voulez, ne remplacent pas les pigments, mais ils sont une autre manière, d'autres outils. Jean-Luc Godard dit faire de bons films, c'est avoir de bons outils. Finalement, les outils d'aujourd'hui, c'est votre ordinateur, mais il n'y a pas il faut sortir de la fascination de l'objet et passer surtout sur la fascination du langage, c'est-à-dire l'imaginaire. Et l'imaginaire, et ce côté-là, Geoffrey Chaux nous le démontre, c'est une exposition rare. Parce qu'en France, il n'y a pas eu de monographie de Geoffrey Chaux. C'est-à-dire que le Centre des Arts, la ville d'Enghien-les-Bains, montre à chaque fois, à chaque pas, évidemment le challenge est redoutable parce qu'il faut faire mieux à chaque fois. Je ne sais pas si nous y arrivons, mais en tous les cas, c'est montré en France, c'est la seule exposition monographique de Geoffrey Chaux qui est un véritable monument de tout l'art technologie, en particulier de ce qui est la réalité virtuelle, la réalité augmentée. Exactement. Merci beaucoup Dominique Rolland. Il faut aller voir cette exposition Geoffrey Chaux jusqu'au mois de juillet au Centre des Arts à Enghien-les-Bains. Et si vous voulez un avant-goût, eh bien, il y a un site internet qui s'appelle Geoffrey Chaux Competition, où là, on voit un extrait du travail, justement, de cet artiste australien qui, comme vous l'avez dit, a été appelé à diriger de la culture en Allemagne, et maintenant, il est à Hong Kong. Voilà, après avoir été aussi, je crois... Institut de recherche. Hein, Institut de recherche. Applicable aux industries du cinéma. Sur toutes les avancées sur ce terrain que sont justement le cinéma interactif, enfin tout ce qui aujourd'hui va modifier évidemment les salles, ce qu'on appelle maintenant les salles immersives. Et là, il y a un impact réel sur l'économie. Voilà, et depuis 2009, il dirige donc le laboratoire de recherche culturelle et industrielle de ces nouveaux médias appelé Alive à Hong Kong. Merci beaucoup Dominique Rolland. Patrick Ongillon, vous voulez réagir ? Je voudrais rebondir oui, à la fois sur le côté nouvelle techno. Quand je parlais de l'usine du futur, Industrie 4.0, par exemple, on est en train de regarder justement l'utilisation de casques pour les ouvriers dans l'usine, avec de la réalité augmentée justement. Alors là, c'est peut-être moins artistique, mais en tout cas, voilà, clairement, la nouvelle technologie pour demain, ça va transformer les choses. Peut-être vos livreurs, il aura un casque avec réalité augmentée, etc. Il verra autre chose que vous pour vous livrer. Deuxième chose, toujours dans les nouvelles technologies, vous avez évoqué l'intelligence artificielle. Bon, par exemple, ça prend de plein métiers dans les entreprises. Par exemple, les assureurs, pour prendre ce métier-là, aujourd'hui, ils sont en train d'utiliser l'intelligence artificielle pour détecter plus facilement des fraudeurs.
parce que l'intelligence artificielle, c'est, voilà, on a des algorithmes par rapport à des lumières de données. Enfin, pour faire le lien entre art et qualité dans les entreprises, parfois dans la conduite du changement, on est amené à faire de l'art-thérapie avec des fraises dans les entreprises pour justement, c'est pas toujours simple, Dominique le disait également, de conduire le changement parce que ça dérange. Voilà, il y a des gens qui n'aiment pas que le monde change, mais c'est comme ça. Donc voilà, l'art aussi rentre dans les entreprises. Et en plus, en ce moment, le monde change très très vite. Donc, oui, Dominique Rolland. Juste, évidemment, ça m'incite à rebondir. À rebondir également. C'est vrai que là, le Centre des Arts d'Enghien-les-Bains vient d'être désigné par la Fondation Orange pour la réalisation d'un MOOC sur les technologies, à la fois sur l'holographie, sur justement la réalité augmentée, comment aborder ces questions-là pour le grand public. Et moi, je trouve que ces sujets-là font partie aujourd'hui, c'est-à-dire la manière de se former, de faire de la veille pour le grand public, d'aller tout simplement, d'avoir accès à des connaissances, c'est un sujet qui est vraiment fondamental. C'est-à-dire que on ne se forme pas qu'à l'école, on continue à se former continuellement dans nos métiers. Et je pense que ce choix, et là nous sommes heureux de le faire parce que moi j'ai des équipes qui produisent des contenus, sauf que ces contenus, ils sont sous-exploités à un moment donné, à force de filmer, de réaliser, d'interviewer des artistes, des chercheurs sur la robotique, sur l'intelligence artificielle finalement. Eh bien, il faut rendre accessible, et je pense que l'élévation des éléments de connaissance, portés en direction du public est un élément important. J'ajoute aussi une expérience intéressante. J'étais invité par la conférence des universités à participer à un jury en 180 secondes. Vous devez être le meilleur. 180 secondes, vous présentez votre thèse. En 3 minutes, vous présentez votre thèse. Et vous présentez les enjeux, votre capacité à être éloquent, votre capacité d'être convaincant, à pitcher, comme on dit. À pitcher. Et oui, ça fait partie maintenant du quotidien d'un chercheur, d'un étudiant, et il y a des prix. Effectivement, ce sont des éléments qui sont à la fois motivants, où on a eu l'occasion d'avoir à peu près 8-10. Même ceux qui n'ont pas été récompensés, en temps premier, les autres étaient heureux de le faire. Voilà. Ça, c'était intéressant parce que vous avez toutes les universités sont là, vous avez tous les enseignants sont là, et puis vous avez un challenge. Comment convaincre? Et c'est que les Français, de ce côté-là, nous avons beaucoup de progrès à faire. C'est vrai, et on n'a plus envie, c'est vrai, même nous, en tant qu'auditeurs, on n'a plus envie d'entendre parler quelqu'un pendant 1 heure, on veut que ça change de thème. On le voit bien, nous, en radio, il faut que ça aille vite, il faut qu'on change de thème. Donc nous aussi, on doit rechercher la qualité. Merci Dominique Rolland. Mais ouais, c'est aussi dans la qualité des entreprises, c'est effectivement d'apprendre aux managers, aux dirigeants l'art du pitch, parce que effectivement. Oui, s'écouter parler, c'est fini finalement. C'est-à-dire que vous intervenez en comité de direction, vous avez 2 minutes, faut être brillant. Faut être brillant. Il faut bien connaître son sujet et être motivé par son sujet. Et être percutant. Alors justement, on va passer la parole à Anne-Marie Berberites. Anne-Marie Berberites, vous portez un projet sous le nom de Pelatis Conseil. Vous n'êtes pas incubé, vous dites, vous êtes couvé à Rive de Seine Initiative pour monter quel projet? Quel est votre projet? Alors, mon projet, c'est du conseil en enchantement client. On parlait d'enchantement client ce matin, je continue. Ouais, super. Dans le tourisme, le loisir, l'hôtellerie, la restauration et l'événementiel. Mais alors, on s'imagine que l'enchantement client, il est tout de suite fait avec du tourisme et du loisir. Eh bien non, malheureusement. Alors, pourquoi? Ce n'est pas le cas. En fait, je pense qu'on a beaucoup à apprendre. On disait tout à l'heure, ces messieurs disaient tout à l'heure, en France, et bon, ailleurs également, mais en France surtout, on a vraiment besoin d'apprendre à accueillir le client et à l'enchanter. Et moi, j'ai plus de 20 ans dans les loisirs, le tourisme et l'audiovisuel également. Et je sais que j'ai toujours rendu du rêve, de l'impalpable, du merveilleux. Et ça se vend pas comme une machine à laver, quoique. En fait, avec d'autres mots, vous nous dites qu'on est très mauvais à l'accueil finalement en France, et c'est vrai que c'est un des reproches que nous font les touristes. Alors, il y a le problème de la langue, ça c'est une chose, mais il y a le fait qu'on n'est pas aimable, c'est bien ça. Oui, mais en fait, rien n'est perdu. Je pense qu'on peut toujours améliorer les choses et que c'est vraiment pas compliqué. C'est vraiment pas compliqué. Il faut simplement, on en parlait, de l'empathie, il faut écouter l'autre, il faut aimer son entreprise. Voilà. Donc, il faut travailler sur l'accueil du client et sur la motivation des équipes. Il n'y a pas de mystère.
Alors, quand Patrick Montgillon nous a dit tout à l'heure qu'il n'y a que 6% des gens qui sont vraiment engagés dans leur entreprise, donc vous avez un gros travail à mener finalement, Anne-Marie Berberides. Un gros travail à mener, mais je ne désespère pas. Surtout dans le tourisme, je trouve que c'est plus facile. Enfin, je pense il y a un gros travail à faire, mais je pense que c'est plus facile. Parce que lorsque vous vendez... bon, moi, j'ai travaillé dans un parc de loisirs pendant 10 ans. J'ai travaillé dans un centre de réception également, où j'étais gérante. Donc, je connais les équipes, je connais la clientèle. Et c'est pas difficile. Enfin, je trouve que ça tombe sous le sens lorsqu'on vend, on vend une journée merveilleuse. On vend du rêve. On vend du rêve. On a envie, lorsqu'on travaille dans les loisirs, enfin je pense, on a envie de faire plaisir au client parce qu'il vient pour se faire plaisir, pour passer une merveilleuse journée. Et si possible, on veut qu'il revienne. Et donc finalement, vos prestations, ça passe par quoi? Du conseil ou aussi de la pratique? Du client mystère. Du client mystère. Ah, j'adore. Donc, je me promène, imaginons dans un parc de loisirs ou dans un hébergement de tourisme, et je prends des notes, je fais un rapport, je fais un diagnostic, et ensuite je propose des améliorations et un suivi. Et surtout, ce qui m'intéresse le plus, et ce qui est le plus important, c'est des formations. Les formations à l'accueil client, à l'enchantement client, pour que les collaborateurs ils partagent le bonheur qu'ils ont à partager l'aventure avec les visiteurs. C'est très important. Et j'ai une spécialisation en accueil des personnes en situation de handicap. Donc, je suis évaluatrice du tourisme label, du label Tourisme et Handicap, qui est un label d'État, où on voit comment est accueilli le client. Pas seulement au niveau de l'accessibilité, pas seulement au niveau de l'écartement des portes ou les escaliers ou les pentes, mais également connaître les personnes, connaître la clientèle des personnes handicapées, parce que c'est un sacré aussi vivier de chiffre d'affaires, de clientèle, il ne faut pas non plus, voilà. Les connaître et savoir comment les accueillir et comment poser les questions. Oui, également au téléphone, parce qu'ils vont téléphoner, ils vont poser des questions, ils ne vont pas toujours poser les bonnes questions. Il faut que la personne au standard, au téléphone, sache quoi poser comme question. Elle, comment je vais lui poser la question? Est-ce que par hasard vous êtes handicapé? Est-ce que par hasard, c'est difficile, donc comment poser la question et ensuite savoir quelle question poser par rapport au handicap. Et une autre chose encore qui est très importante pour moi, c'est connaître la personne handicapée. Et comment la connaître? Comment savoir? Comment... Parce qu'une personne handicapée, ça veut tout dire et rien dire. Oui. Ça peut être une personne en fauteuil roulant, ça peut être une personne qui ne voit pas, Voilà. ça peut être une personne handicapée mentale, une Il y a personne autiste. plein de formes de handicap Il y a plein différents. de formes et il y a plein de façons de réagir par rapport à leur façon d'être, par rapport au nombre d'accompagnateurs, parce qu'ils peuvent être tout seuls, ils peuvent être en général accompagnés quand c'est des handicaps mentaux, enfin, voilà. Alors si on veut vous contacter, Anne-Marie Berberides, pour faire de l'enchantement client, comment fait-on? Comment fait-on? J'ai un site internet, pelatisconseil.com, pelatis-conseil.com. Voilà. Merci beaucoup Anne-Marie Berberides pour cette présentation. Alors, je reviens au niveau de la qualité avec vous, Patrick Montgillon. Il nous reste 3 minutes. France Qualité a un think tank qui s'appelle Made in Qualité et vous faites des livres blancs chaque année. Oui. Quel est le thème 2019? Alors en fait, il y en a plusieurs parce qu'il y a actuellement 8 commissions. Donc on a valeur ajoutée des démarches qualité, effectivement, qu'est-ce que ça produit en plus. On a qualité, responsabilité sociétale. Je viens de lancer plusieurs commissions, une sur qualité et citoyenneté. Alors pourquoi ce nouveau chapitre? Parce que je pense que voilà, c'est un vrai sujet d'actualité et qu'effectivement le rapprochement n'avait pas forcément été fait. On a mis autour de la table, on a eu une séance de travail, donc ça, on n'a pas encore au niveau des résultats, mais c'était vraiment important de dire c'est quoi la citoyenneté, comment on la replace et comment les approches qualité, un certain nombre de concepts qualité pourraient être utilisés de manière justement à faire évoluer la pensée qualité en France, c'est l'objectif de Made in Qualité. Et donc là, effectivement, on a des gens de mairie, voilà, pour prendre cet exemple. Quand vous dites qualité et citoyenneté, on pense, moi je pense tout de suite aux affaires de type Lactalis qui impactent. Est-ce que ça rentre dans ce sujet-là? Ouais, alors en fait c'est une autre commission qu'on n'a pas encore lancée, mais qu'on veut lancer justement pour pouvoir dire, et on l'a vu, il y a eu un certain nombre d'affaires qu'on défrayé la chronique, de pouvoir dire quand les Votirox, Lactalis, oui, c'est ça, avec le lait, avec un certain nombre de choses. Et donc là, on veut justement, avec les directeurs qualité plutôt de grands groupes, ça touche plutôt les grands groupes que les PME, de pouvoir dire, comment on gère la crise, parce que quand il y a la crise, il faut la gérer, dans la communication, qu'est-ce que le dirigeant doit dire, est-ce que le directeur qualité doit faire partie de la communication, et puis il y a aussi, après la crise,
parce que les journalistes, des fois, s'en intéressent moins. Une fois que la crise est terminée, le feu est éteint, on n'en parle plus. Mais il y a quand même quelles leçons on tire pour effectivement éviter que ça se reproduise. Alors si on veut, est-ce que les livres blancs que vous publiez suite à ces réflexions sont disponibles aussi? Absolument, pareil sur le même site qualitéperformance.org, donc 3 livres blancs depuis 3 ans, près de 200 pages, un petit livre. On prépare le 4e qui sortira en janvier 2020. Donc voilà, il y a celui-là, on va lancer qualité relationnelle et, parce que ça nous tient à cœur à France Qualité, on lance une commission sur c'est quoi le leader qualité de demain. Hein, on sait qu'il y a des DRH, il y a des directeurs financiers, etc. Bon, mais il faut aussi valoriser la fonction qualité dans les entreprises. Voilà, tout le monde, quand on entend, tout le monde veut être le bras droit du DG. Alors il a beaucoup de bras droits, le pauvre DG, hein, à force de voilà. Donc nous on dit aussi le directeur qualité doit être important. Et donc effectivement, non seulement on a une commission, mais aussi on lance cette année le trophée du leader qualité qui sera remis en automne. Eh bien, vous reviendrez nous dire qui va être l'heureux élu voilà. Cet hiver, dès que ce sera nommé. Merci beaucoup à vous tous pour avoir été en studio ce matin. Eh bien, moi, je vais vous souhaiter une très belle fin de semaine. Et puis, c'est les vacances scolaires pour la région parisienne. Donc, tous ceux qui vont être en vacances, eh bien, bonnes vacances. Et moi, je vous retrouve le 6 mai prochain. Bonne journée à tous. À très vite. Merci. Merci à vous.